Alors, bonjour à tous. Déjà, je tenais à remercier Manuel de nous avoir conviés ici à participer à ce festival. Mon intervention va consister déjà à vous présenter bien sûr mon association Kapupa Cap, mais aussi à revenir sur son histoire, sur le pourquoi cette association a été créée, parce que je pense que c'est la meilleure manière de vous expliquer ce que nous avons fait, ce que nous faisons encore, et de notre bribe de conception de ce que sont les alternatives citoyennes, ce que nous défendons dans notre association. Alors pour commencer tout de suite, Kapupa Cap, c'est une association qui est née en 2013 à Paris et qui agit pour que le plus grand nombre de citoyens s'engagent dans des actions alternatives qui construisent une société plus humaine, plus écologique et plus solidaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Pour ça, on a deux outils. Le premier, c'est une cartographie numérique et collaborative des alternatives citoyennes en Ile-de-France, qui a vocation à s'étendre à la France entière avec d'autres collectifs de la transition. Cette carte permet en fait de recenser les solutions locales portées par les citoyens, les actions concrètes et de parler à tout le monde, de savoir qu'à deux pas de chez soi, il y a telle solution et qu'on peut s'y engager. Et à côté de ça, petit à petit, on a fini par aussi créer ce qu'on appelle, nous, une fabrique, c'est-à-dire des parcours d'accompagnement auprès de citoyens pour leur permettre de créer par eux-mêmes des alternatives. Pour vous citer quelques exemples de ce qu'on a pu faire, on a notamment créé des boîtes à dons, des garde-manger solidaires, des frigos solidaires, c'est-à-dire des espaces de partage dans l'espace public, simplement des armoires dans lesquelles on peut déposer et ou prendre des objets, des produits alimentaires de première nécessité. Alors pour commencer mon intervention, je voudrais revenir sur le nom de ce festival et sur donc son négatif, cette phrase de Margaret Thatcher, parce que c'est un leitmotiv dans l'association et peut-être une des raisons aussi qui a poussé à sa création. Donc pour vous dire un peu, nous dans l'association, on a entre 22 et 30 ans, donc on est né soit juste avant, soit juste après la chute de l'Union soviétique, et cette phrase de Margaret Thatcher nous a profondément marqué. Je pense que c'est une des matrices pour comprendre le monde des années 80 et 90, mais aussi celui de notre réalité immédiate aujourd'hui. Et donc, cette phrase, Tina, there is no alternative, elle émerge au moment où on voit les démocraties occidentales et leur cortège de libéralisme économique remporter la victoire face donc, au communisme. Et ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est pour nous l'idée même de résignation, en fait. Comme si la victoire d'un modèle entraînait à sa suite la renonciation à l'action, comme si la liberté même, c'était le laisser-faire. Et Tina, cette phrase, c'est clairement pour nous l'affirmation qu'il n'y a pas à croire pouvoir changer le monde parce que, en fait, on a déjà gagné, quoi. On est dans le meilleur des mondes aujourd'hui, et ce qui a remporté la victoire, c'est la liberté, quoi. Donc c'est clairement la tentative de nier l'imaginaire même et de le noyer sous le principe de réalité. Et avec la mort d'une grande utopie, l'utopie communiste, même si elle n'est pas complètement morte, c'est quand même comme si le champ des possibles avait semblé se réduire, et comme si la chute d'un monde validait forcément un autre qui lui survit. Et le renoncement porté par cette phrase, par ce slogan, s'entrechoque avec l'expérience de notre réalité immédiate, celle de l'injustice, de la misère, de la violence, de la pauvreté. Et renoncer pour nous à imaginer d'autres mondes possibles, c'est finalement donner du crédit à la manière dont le monde aujourd'hui fonctionne. C'est accepter l'ensemble de ces contradictions. Et je pense qu'une partie du dilemme de notre génération est là, devant nous, face soit avec le renoncement, soit avec une partie de ce qu'on pourrait appeler la révolte. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui pour moi est intéressant. Je pense que dans sa chute, l'Union soviétique a entraîné avec lui, et pour longtemps, la croyance en la capacité de remplacer un modèle de société par un autre, de superposer une réalité à une autre. Et au fond, je crois que plus grand monde a la réponse à cette question qu'on brandit, en tout cas qu'on me répète souvent comme un retour sur Terre, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre, quoi? Quel autre modèle de société? Et cette question est devenue un peu une impasse, c'est que les logiques même de la révolte, pour nous, sont en train de changer. Face à un monde multipolaire, pluriel, qui n'arrête pas de changer, dans lequel les enjeux sont aussi interconnectés, les luttes d'aujourd'hui se réadaptent, elles ne passent plus, ou encore très peu, par les grands corps collectifs régulateurs, les syndicats, les partis politiques. On n'a qu'à regarder aujourd'hui le nombre d'adhérents des grands partis politiques et le comparer au nombre de bénévoles dans le monde associatif en France, et on voit clairement qu'il y a une transition à l'œuvre. Et cette nouvelle logique de la révolte, elle s'incarne de plus en plus directement dans un territoire, comme pour mieux conjurer justement la difficulté d'appréhender le monde des flux. L'action se situe dans un champ opérationnel qui forme ce qu'on pourrait appeler un espace public critique. Elle s'incarne aussi dans des pratiques qui différencient de moins en moins la façon dont les gens s'engagent de la façon dont ils vivent. Et je voudrais dire que si notre génération ne croit plus tellement ou plus du tout au grand soir, elle croit de plus en plus aux vertus de l'action.
Et c'est ainsi que partout, on a vu émerger, dans des contextes géographiques et culturels extrêmement différents, des expérimentations démocratiques qui réinventent nos modes de vie à contre-courant des valeurs néolibérales. Alors, je vais vous citer quelques exemples de ce que nous on appelle des alternatives citoyennes, donc passant de la plus connue, les AMAP certainement, l'association de maintien pour l'agriculture paysanne, qui donc sont des partenariats entre des groupes d'habitants et des fermes locales qui permettent de préserver une agriculture qui respecte à la fois l'homme et la nature. Il y a aussi des systèmes d'échange locaux, c'est-à-dire des systèmes qui permettent aux habitants d'un territoire d'échanger des objets, des connaissances, ça sans lien avec la monnaie, mais justement sur une base de temps. Des coopératives de travail et d'habitat, des coopératives de fraudeurs, des Fab Labs, des hackerspace, des monnaies locales, énormément de choses qui se développent à droite à gauche, qui font partie d'une sorte d'effervescence créatrice, autant d'expérimentations qui sont très diverses, mais qui portent en elles pour nous le même principe, qui est la réappropriation des enjeux collectifs et globaux par les citoyens eux-mêmes. Alors, there is no alternative, cette phrase, ça devait être un mot d'ordre, un peu comme une menace, mais pour nous, elle a résonné un peu comme un défi. Et ce qu'il y a dans ces mobilisations nouvelles, c'est d'abord le refus de ce slogan de Mme Thatcher, c'est la démonstration un peu de la mauvaise conscience de la société et de la persistance d'un imaginaire radical. Sous l'émergence de toutes ces tentatives qui se multiplient sous les formes les plus diverses, pour nous, c'est un même phénomène qui se reproduit sans cesse, le récit d'une émancipation par l'action. Alors c'est en découvrant un peu toutes ces nouvelles manières d'agir que l'association s'est créée en 2013. Elle est née de ce double espoir, d'abord donc des perspectives d'action offertes par les initiatives citoyennes qui se multiplient, et aussi d'une volonté au sein de l'association de développer l'éducation à la citoyenneté autrement en France, afin de permettre à chaque personne d'être un citoyen à part entière et de contribuer au changement social. Donc notre constat à la base, il est très simple, ces initiatives se multiplient partout, mais elles sont largement ignorées, ce qui s'explique à la fois par un manque d'information, mais aussi par notre habitude devenue nature d'être spectateur et non acteur d'un monde que l'on considère souvent désenchanté. C'est ainsi que l'association naît avec l'objectif de favoriser le pouvoir d'agir et l'engagement des individus dans ces initiatives citoyennes. Au début, on les appelle des initiatives citoyennes. Et notre première action, c'est donc la création de cette cartographie. D'abord à Paris, on passe un an avec les membres fondateurs de l'association à découvrir, à aller chercher, découvrir et référencer les 500 premières initiatives parisiennes. Et très rapidement, en construisant cet outil, la carto, on se rend compte que d'abord on répond à notre propre curiosité, mais très vite on se rend compte qu'on fait émerger dans ce travail de recensement un monde en perpétuelle construction, un peu informe, et on se rend compte rapidement qu'il nous faut le comprendre davantage, mieux le saisir pour comprendre aussi la manière dont on veut le porter et le faire découvrir aux autres. Donc on commence à se rendre compte que c'est un outil formidable, la cartographie, déjà pour comprendre en fait l'existence simultanée de ces révoltes quotidiennes, citoyennes, parce qu'elle trace déjà en fait dans les territoires les limites de notre société. Ça nous permet de comprendre là où il y a des actions, comment le problème est ressenti par les citoyens et comment ils y répondent par eux-mêmes. Et ça pose très vite notre question de la compréhension de ce monde en germe dans chacun des points de notre carte, parce qu'il y a des expérimentations extrêmement diverses et on se pose la question de comment relier effectivement en idée un squat et un jardin collectif, une coopérative élémentaire et un média associatif. Enfin, on a, dès 2015, du coup, vraiment engagé un travail de réflexion et de définition de ce que sont ces initiatives pour nous, et pour essayer de savoir aussi la manière dont on pouvait les faire partager au plus grand nombre. À ce moment-là, on a fait le choix de regarder ces initiatives comme les bribes disparates d'un modèle de société alternative qu'il convenait de relier pour lui donner corps. Donc il nous a semblé qu'il fallait fédérer ce monde, lui donner conscience de lui-même et tracer les ponts en fait, qui pourraient relier chacun des points sur notre carte. Au même moment, on opère un changement sémantique, on arrête de parler d'initiatives pour parler d'alternatives. Dans ce changement, il y a vraiment le basculement de notre besoin de compréhension vers cette lecture d'un modèle alternatif de société. Ainsi, si les initiatives citoyennes sont éparses et isolées, elles sont peut-être pas en elles-mêmes des alternatives, mais si on les relie les unes aux autres, elles peuvent le devenir. C'est ce qu'on pense à l'époque. Et durant plus d'un an, on va mener un projet qu'on appellera l'Observatoire des alternatives citoyennes, dont le but était de co-construire avec elles des pistes, des recommandations, échanger ensemble dans différentes alternatives qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour dessiner cette autre société qu'on appelle de nos voeux et définir les étapes à mettre en place pour y parvenir. Et là, notre ambition s'est confrontée à la réalité de l'existence alternative. On prétendait pouvoir les rassembler par-delà leurs activités réciproques, en établissant une structuration leur permettant d'échanger mieux leurs outils, leurs idées, leurs moyens, et aussi de créer effectivement une forme de théorie générale de ce qu'ils étaient en train de faire au final. Mais c'était, je crois, ne pas comprendre sur quoi ce monde repose,
On n'a pas affaire, quand on parle d'alternative citoyenne, à une avant-garde, à des militants professionnels, mais à des citoyens ordinaires. Et de fait, l'existence de l'alternative, elle est déjà très fragile, en fait. Elle repose avant tout sur l'énergie et le temps des citoyens qui les portent. Et le moteur de ce monde, c'est pas une vision globale, une théorie de la société. Il s'agit davantage d'un refus de la résignation, d'une imagination qui se traduit dans des actions collectives. Et au final, on avait une position qui était celle de dire qu'il fallait vraiment qu'on crée une sorte de tissu de ces alternatives pour les rendre plus fortes et les unir. Mais il n'y avait pas à demander en fait comment ensemble on pourrait changer la société, mais plutôt regarder comment au sein de chacune de ces alternatives, elles étaient déjà en train de changer par elles-mêmes leur territoire, leur mode de vie. Au final, c'est là qu'on a compris, je pense, que pour faire grandir ce monde des alternatives, il n'y avait pas à fédérer ce qu'on aurait pu penser comme une force alternative, puisque celle-ci nous aurait fatalement ramené à nous constituer en force politique telle qu'on l'entend aujourd'hui, et donc à nous emparer d'un discours, à essayer de l'harmoniser, de le porter d'une manière ou d'une autre dans l'espace public. En fait, pour être clair, ce n'était pas une vision politique de la vie qu'on avait devant nous, mais c'était une vie politique à l'œuvre. Cet observatoire nous a permis donc d'affiner notre connaissance des alternatives, mais surtout en fait d'affirmer notre regard sur la transition citoyenne. Et cette tentative qui fut la nôtre était celle de considérer que tout était déjà là devant nous, qu'en fait il suffisait de relier ces points pour leur donner beaucoup plus de force et d'impact. Or, ces initiatives ne sont pas des alternatives en puissance, mais elles le sont par nature, c'est notre conviction, parce qu'elles transforment profondément notre société, parce qu'elles transforment profondément ceux qui les portent. Et là, on est souvent dans ce qu'on pourrait appeler la tentation du cartographe, c'est de considérer qu'il termine son œuvre quand il a tracé les contours de son monde, et qu'il en a déterminé les limites. Aujourd'hui, nous, on pense que ce qui figure sur notre carte n'a pas de fin, et qu'au contraire, on doit œuvrer pour multiplier les points, toutes ces alternatives qu'on référence. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on continue à porter notre carte avec un autre regard qui est celui de faire en sorte que de plus en plus de citoyens s'engagent, et non pas d'essayer de fédérer ce qui existe déjà. Alors, en fait, à Keboupa-Cap, on fait le pari que nous, et quand je dis nous, c'est nous les citoyens, on est capable de changer les règles du jeu, c'est-à-dire celles qui voudraient qu'on soit un citoyen politique à intervalles réguliers, ou que nous soyons impuissants face aux enjeux de notre monde. On est persuadé qu'un mouvement de transformation profond et irréversible de notre société est à l'œuvre, et que les alternatives citoyennes en sont l'expression. C'est à travers elles que l'on voit le citoyen s'imposer en acteur du changement social à côté de l'État et de l'entreprise. Alors depuis la création de l'association, on a mis beaucoup de temps et beaucoup de difficultés pour mettre des mots sur cette expression qui nous tient à cœur d'alternatives citoyennes. Et après un long travail, beaucoup d'échanges avec ces associations et avec d'autres collectifs, on a réussi à créer ce qu'on a appelé une charte qui est coproduite par pas mal d'autres acteurs de la transition avec nous. Une charte d'alternatives qui regroupe une définition temporaire de ce que sont ces alternatives citoyennes selon nous, en 4 critères très simples, mais qui ont demandé beaucoup de travail pour arriver jusque-là. Donc une alternative citoyenne, pour nous, avant tout, elle se définit par son origine. C'est avant tout une innovation populaire, la réappropriation par les citoyens des enjeux qui les concernent. Dans le monde, aujourd'hui, on assiste de plus en plus chaque jour à des millions de citoyens reprennent en main leur quotidien en pensant et en construisant des solutions que ni l'État ni le marché n'apportent. Il démontre ainsi que la transformation sociale, elle se pense et elle se fait aussi par le bas. Donc une alternative citoyenne, c'est toujours une expérience des habitants d'un territoire qui se réapproprient leur quotidien et leur environnement. Une alternative citoyenne, se définit aussi par son objet, c'est-à-dire que c'est toujours une solution locale, une action concrète qui répond à un besoin social et ou environnemental. Et donc à partir des besoins qu'ils ont identifiés, parce que en fait c'est eux qui les connaissent le mieux, les membres de l'alternative, des citoyens, des habitants d'un territoire, imaginent et apportent par eux-mêmes les réponses qu'ils estiment les plus adéquates. Et c'est là toute la force en fait de l'alternative selon nous, c'est que parce qu'elles sont concrètes, accessibles à tous et réplicables, ces solutions portent en elles les germes d'un changement profond de notre société dès lors qu'un nombre croissant de citoyens prend conscience qu'il peut les rejoindre et en être acteur. Le troisième critère de ce que sont les alternatives citoyennes selon nous, c'est leur mode d'action. C'est une expérience collective dont chacun peut être acteur. En se réappropriant les enjeux qui les concernent, les membres d'une alternative citoyenne prennent conscience de leur pouvoir d'agir individuel et collectif sur leur mode de vie et leur avenir commun. On n'est pas dans une attitude passive et ou consumériste. Ce ne sont pas des usagers ou des bénéficiaires de leurs propres actions, mais les acteurs à part entière de ce qu'ils entreprennent collectivement. Enfin, une alternative citoyenne, selon nous, c'est, n'ayons pas peur des mots, une utopie transformatrice, une volonté partagée de réinventer donc une société plus humaine, plus écologique et plus solidaire.
Chacune dans leur domaine, elles regorgent d'énergie transformatrice. Par exemple, les coopératives alimentaires modifient le système de production agricole et les modes de consommation. Les systèmes d'échanges locaux dont je vous parlais tout à l'heure libèrent les échanges de biens et de services des processus marchands et leur redonnent une fonction créatrice de lien social. Les Fab Labs, les hackerspaces démontrent que l'intelligence collective et la pollinisation des savoirs sont des sources perpétuelles d'innovation. Et dans cette effervescence créatrice, il y a une constante qui apparaît selon nous. C'est une invitation à décoloniser nos imaginaires, à ouvrir des perspectives transformatrices et à croire en notre capacité collective à redonner de la profondeur à notre avenir commun. Alors notre vision de la transition citoyenne, elle s'incarne là, en fait, dans notre définition de ce que sont les alternatives selon nous. L'action est au cœur vraiment de ces alternatives et de la transition pour nous. Donc je vais essayer ici de résumer assez rapidement ce qu'on entend par l'action dans ces alternatives. On peut dire qu'on vit aujourd'hui sous le principe que pour vivre ensemble légitimement et politiquement, certains sont chargés de commander et d'autres sont contraints d'obéir, quoi. Nous, on postule que la multiplication de ces actions, c'est justement peut-être un des éléments qui nous fait penser qu'on assiste à un délitement de ce principe de gouvernement des uns par les autres. Parce qu'accepter la résignation en même temps que son impuissance, c'est accepter d'être gouverné. Or, se révolter, c'est justement comprendre la nécessité d'agir. Et au cœur des alternatives, il y a l'action, dans tout ce qu'elle peut contenir de subversif et de radical. Parce que l'action, c'est d'abord une affirmation de soi. Agir, c'est se signaler à tous. C'est aussi initier un mouvement qui se prolonge dans la coopération. En gros, agir, c'est commencer sans savoir comment ça va finir. Et dans un monde qui essaye de tout quantifier, de tout prédire, de tout calculer pour mettre le réel sous cloche, agir, c'est accepter de prendre des risques et accepter les potentialités de son action. Et en fait, c'est affirmer par un geste la prétention qu'on peut avoir à prendre part à notre monde. Et je pense que la séparation du savoir et du faire dans notre société est peut-être en train de céder, non pas face à un édifice théorique qui est capable de l'abattre, mais face aux multiples coups portés par des citoyens ordinaires. Et là, dans les alternatives, la politique, c'est plus une technique, ce n'est plus un savoir-faire, elle redevient une pratique, une langue, elle ne relève plus de la compétence, mais du nécessaire. Et la politique dans les alternatives cesse d'être un processus de fabrication pour s'incarner dans une relation, celle qui lie les hommes entre eux. Et la transition citoyenne, pour nous, c'est ce processus émancipateur qui fait de chacun un acteur de son monde. D'abord, il y a l'imagination qui se fonde en réaction aux contradictions de notre réalité, de notre existence, puisant profondément ses racines dans l'expérience quotidienne, de toutes ces absurdités, de toutes ces contradictions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et elle dessine une autre réalité qu'il convient à partir de là de bâtir. Mais pour nous, c'est seulement lorsque cette imagination rencontre d'autres qu'elle peut devenir féconde. C'est donc à travers des affinités électives, des relations, que se déploient tous ces potentiels et ce faisant qu'ils peuvent se transformer en actes. Et le territoire de ces réalisations, le territoire de ces transformations, c'est l'espace public. Si la révolte naît souvent dans l'intime, elle se concrétise dans un espace commun. Et ce qui se donne à voir ici, c'est la constitution de groupes, de citoyens, de collectifs, se rappropriant les enjeux qui les touchent, mais aussi construisant un autre rapport au monde, parce que c'est de ça dont il s'agit quand même. Une révolte permanente, agissante, une prise sur la réalité, sur ce que nous sommes. Alors, ces alternatives, pour nous, elles n'existent pas en dehors de notre société, dans une certaine marginalité. En fait, elles naissent, elles se diffusent partout. Elles saisissent la réalité qui les entoure et la tordent à leur manière. Et la transition qui est à l'œuvre, c'est pas le remplacement d'une réalité par une autre, c'est pas une théorie capable de tout substituer. Mais selon nous, c'est la constitution d'un nombre toujours plus important de citoyens en acteurs de la société. Voilà, je vous remercie.